ma sœur, ma grande, j'ai 3 filles, qui ont aussi des petites hypersensibilités, mais à cet âge-là, en général, on le ferme. On en reparlera aussi plus tard. Et puis, parce qu'à 15 ans, on a d'autres préoccupations que celle de développer qui on est. On pense savoir, mais on ne sait pas trop. Hein, si vous avez eu des ados à la maison, ou si vous avez eu des ados, je pense que vous savez que c'est une période. C'est pas à ce moment-là qu'il faut se chercher le plus, on va dire. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais parler pendant 1h15, 1h30. Je vous propose de noter vos questions et à la fin, on fait un petit débrief sur vos questions. Parce que si on coupe, alors déjà il y en a certainement qui vont poser des questions sur des choses que je vais certainement dire 2 minutes après, c'est tout le temps comme ça. Et puis si on coupe maintenant, je sais que je vais dévier et on va rester là jusqu'à 1h du matin. Donc on va essayer d'être, enfin c'est à moi, on va essayer d'être le plus cadré possible, parce que vous vous doutez bien que sur ce sujet-là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie. T'as lancé ça ? Je m'appelle Valérie et comme je le disais, je suis médium depuis l'enfance, comme beaucoup de personnes, même beaucoup de personnes qui ne le savent pas qu'elles sont médiums. Donc on va pouvoir poser les points qui font qui est médium et qui ne l'est pas. Et est-ce que tout le monde peut le devenir? Est-ce que c'est un don, etc. En tout cas, dans mon cas, je suis devenue médium à cause de traumatismes dans l'enfance. C'est pas quelque chose, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours dû à des traumatismes? Moi, je pense que oui, mais on va en parler après. Donc dans mon cas, ça a été à cause de traumatismes. La réalité étant trop violente, pouf, on s'échappe. On va explorer d'autres dimensions. Et puis, le système scolaire pas du tout adapté à ma personnalité. Il y en a plein d'autres, hein. Attention, je parle de moi, mais on est d'accord qu'il y en a même sûrement ce soir qui vont se retrouver là-dedans. Il y a peut-être des émotions qui vont monter si c'est le cas. Mais c'est sorti. En tout cas, voilà, système scolaire pas adapté, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je ne me suis pas trop mal sortie au final par rapport à d'autres personnes qui ont fait beaucoup plus d'études que moi. J'ai fait un bac +3 quand même, c'est pas trop mal non plus. Mais j'ai galéré. Hein. En école d'art, c'était mieux pour moi. Dès que je suis rentrée en école d'art, c'était plus adapté à mon mode de fonctionnement. Puis je suis partie travailler à Montréal. J'ai bloqué toute cette sensibilité parce que ça me faisait beaucoup souffrir. C'était un très très gros fardeau. C'était très compliqué à porter, très lourd. Donc j'ai tout fermé. Et puis à la naissance de mon petit bijou qui est ici, ça s'est découvert. Donc j'ai pas eu le choix d'aller fouiller et comprendre ce qui se passait. Et comme à Montréal, ils sont un petit peu plus développés que nous, en tout cas, ils sont un peu plus dans l'acceptation. J'ai habité 10 ans là-bas. J'ai eu la chance d'avoir rencontré une femme extraordinaire qui m'a pris sous son aile, qui a écrit des livres que vous trouvez à la FNAC, vous pouvez aller voir, qui s'appelle La détox émotionnelle pour tous, qui s'appelle Anne Loisel. Et cette femme m'a pris sous son bras et elle m'a ouvert la porte à tout. Elle m'a formée à la bioénergie, à la kinésiologie. Elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je prenne soin de moi. Bon, j'étais jeune à l'époque, j'avais 29 ans. Elle m'a fait découvrir le yoga. C'est la première personne qui m'a fait tester un cours de yoga. Donc elle m'a emmenée en plus dans un cours de yoga de Kundalini, donc tout le monde est habillé en blanc, on chantait des chants sacrés, j'ai cru que j'étais tombée dans une secte. Et puis après, il fallait avoir mis le pied dedans, c'était terminé. Je n'ai plus jamais arrêté depuis, ça fait 15 ans maintenant. Elle m'a permis aussi d'aller rencontrer les Amérindiens, donc, avec qui j'ai pu établir des contacts pendant quasiment près de 6 mois avec les chamans. Là, c'est une femme qui, aujourd'hui, en tout cas, je conseille à tout le monde d'avoir la chance d'avoir une personne comme ça qui nous aide à grandir. D'ailleurs, dans la philosophie du yoga, on appelle ça un gourou. Gourou, c'est un enseignant. Il n'y a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer en France, le terme péjoratif, c'est juste un enseignant. C'est quelqu'un qui nous aide à passer une étape. Nos premiers gourous, c'est nos parents. Après, ça peut être un psy, ça peut être un prof d'école. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous aide à passer du point A au point B, qui nous aide à passer de schémas karmiques, des schémas répétitifs, un peu nocifs, des choses un peu ancrées à l'intérieur de nous, à
ce qu'on appelle notre dharma, c'est-à-dire qui on est réellement et quelles sont nos capacités. Moi, j'aime pas trop utiliser le mot don. Si vous vous posez la question de est-ce que la médiumnité est un don, à 2000%, non, ce n'est pas un don. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, c'est est-ce que tout le monde peut le développer, est-ce que tout le monde peut l'ouvrir, ou est-ce que tout le monde peut apprendre à le dompter? Oui. Avec, tu peux laisser ouvert Estelle, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est rentré en fait, à mon avis. Elle va en être un petit peu plus. Donc à la question, est-ce que tout le monde peut devenir médium? C'est sûr que oui. Par contre, ça demande de la persévérance, du travail sur soi, et lâcher prise, faire tomber beaucoup de barrières. Est-ce que ça vaut la peine de devenir médium? À vous de voir. Mais dans les convictions ancestrales, les chamans disent que l'humanité est destinée à... Bonsoir. L'humanité est destinée à ce que tout le monde développe sa médiumnité. Donc, je pense que oui, ça vaut la peine d'amorcer un travail pour aller ou l'ouvrir ou l'adopter si elle est déjà ouverte, mais qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Parce que c'est un peu de ça dont on va parler ce soir, c'est qui il est, qui il n'est pas, et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait quand elle est fermée, mais qu'on a envie d'aller l'ouvrir, et qu'est-ce qu'on fait quand elle est déjà trop ouverte, ce qui était mon cas, mais que ça partait dans tous les sens, prise d'anxiété, etc., parce qu'elle n'était pas canalisée. Donc, voilà, Anne m'a ouvert la porte à tout cet univers, sachant quand même que je viens d'une famille où j'ai une maman barbeuse de feu, une arrière-grand-mère qui guérissait les cancers à base des cataplasmes, et tous mes oncles sont sourciers. Donc moi, dans ma famille, j'ai toujours eu des baguettes de sourcier et des pendules, mais jamais personne n'a parlé d'énergétique ou de... Vous savez, hein, tout le monde connaît un barreur de feu, mais on ne fait pas lien avec la médiumnité. Alors en fait, c'est une médiumnité, barreur de feu. On va en parler. Donc en gros, dans ma famille, tout le monde est médium, mais personne ne sait. En tout cas, c'est tabou, on n'en parle pas. Tout le monde guérit avec les mains, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici dans ce cas, et où on ne fait pas forcément le lien. Tiens, est-ce que ça c'est de la médiumnité ou pas? Je prends l'exemple le plus frappant d'une forme de médiumnité, et les gens, on est très nombreux, mais personne ne pense que c'est une médiumnité, c'est l'empathie. L'empathie est la médiumnité la plus répandue dans le monde entier. Si tu es triste et que je suis en face de toi, qu'est-ce qui se passe? C'est un transfert énergétique, c'est un transfert invisible, c'est la médiumnité. Ok? Je me suis pris mes petites notes quand même pour les idée. Donc quand je suis rentrée en France, chape de béton, je ne pouvais plus trop être qui j'étais, parce qu'ici, clairement, hein, il y a beaucoup de médiums qui finissent à l'Énatier, donc on reste un petit peu discret sur qui on est, ça va de mieux en mieux. Hein. Heureusement, je suis rentrée il y a 12 ans maintenant. Du coup ça s'est beaucoup ouvert en France aussi, encore plus au Québec maintenant. Au Québec, hein, on se passe dans la rue, il y a même des bars à médiums. Hein. On va dans un... Ah, mais toi aussi, t'es enfant indigo? Oui, tout le monde sait ce qu'est un enfant indigo, tout le monde sait ce que c'est que le chamanisme, etc. Pratiquant ou pas, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire, mais comme ils sont moins dans le jugement que nous, ils sont quand même un petit peu plus, je ne vais pas dire dans la bienveillance, parce qu'on va dire que les Français ne sont pas dans la bienveillance. Mais il faut bien comprendre qu'un pays comme le Canada, c'est un pays où c'est peu chargé en histoire, comparativement à nous. Nous, ici, on a des casseroles. Hein, on a un paquet de mémoires. Ils en ont aussi, et puis Montréal, c'est une ville très cosmopolite, donc il y a vraiment de toute... c'est un brassage ethnique absolument incroyable et génial d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui sont... je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, la spiritualité est omniprésente. Il y a la moitié de Montréal qui pratique le yoga. Il y a des studios de yoga partout. La méditation partout. C'est même presque pas normal. Il y a des restaurants végétariens et véganes de partout. C'est assez impressionnant. Sans gluten, on n'en parle même pas. Nous, ici, moi je suis sans gluten, je rame hein, pour pouvoir m'acheter ne serait-ce qu'une petite pâtisserie de temps en temps. Heureusement qu'on a un Thermomix. Ça nous permet de... Et voilà, vous voyez qu'on a quand même, on est un peu en retard. On se le dise, on s'ouvre de plus en plus, mais on est encore en retard. Du
coup, j'ai repris mes études ici. Alors, j'avais déjà fait des formations à Montréal de bioénergie, de géobiologie, chamanisme, etc. Et puis ici, j'ai repris une formation de 4 ans en yoga-thérapie. Et je suis tombée sur un prof absolument extraordinaire parce que il faut savoir que les médiums, nous sommes les personnes qui sont le plus fragiles dans le corps. On a tendance à tomber malade très facilement, voire même des maladies graves, et vous allez comprendre après pourquoi. Et donc, faire du yoga, pour nous, dans la physicalité, c'est très difficile. Et ce prof m'a fait comprendre la direction que je devais prendre pour établir l'équilibre. Je vous en reparlerai après, et vous allez tout de suite capter comment ça fonctionne. Donc, avant de... Alors, enchantée, pardon. Bonjour. On s'est vu... Oui, peut-être. On s'est vu... yoga chamanique. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Sophie Rose. Ok. Donc, je vais parler pendant à peu près 1h15, 1h30, puis après on posera des questions. Ok. Donc, on va partir de la base pour bien comprendre comment l'être humain il fonctionne. Parce que alors, voilà, pour vous expliquer, du coup, je me suis passionnée pour la médiumnité, vraiment, par quête personnelle d'abord. Et après, je me suis dit, mais il y a tellement à faire pour aider les gens de ce côté-là, parce qu'on est tellement nombreux à l'être, ou à vouloir le devenir, ou à être fasciné par ses capacités, que j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, j'ai fait des liens avec toutes les formations, avec toutes mes connaissances. Du coup, j'ai monté une formation sur 7 week-ends pour aider à dompter ou à faire monter tout ça et intégrer cette connaissance à l'intérieur de soi. Une formation qui est cartonne. L'année dernière, j'ai formé 40 élèves, donc c'était sur plusieurs sessions, je vous rassure. Donc ça marche très bien et les résultats sont assez bluffants. Du coup, j'ai voulu comprendre les profils, qu'est-ce qu'on pouvait en faire et comment on pouvait fonctionner. Donc, la première chose à comprendre, c'est notre constitution à nous tous. Comment on est tous au point de départ, qu'on soit médium ou pas. On va avoir comme une épée, comme ceci. Et ça représente notre structure physique. Vous savez, l'homme de Vitruve. Non. Comment ça s'appelle déjà? Merci, Léonard de Vinci. Une épée, cette épée-là, c'est nos bras, c'est notre colonne vertébrale, c'est toute notre structure physique. Elle va représenter notre physicalité. C'est la médecine générale. C'est ce qu'on va travailler, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est visible, c'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut guérir avec des médicaments, des opérations. Donc c'est quelque chose qui est à 100% dans la physicalité. Ensuite, on va avoir une autre partie de nous, et on est tous constitués de la même manière, qui va représenter des ailes. Et les ailes, c'est notre état émotionnel. C'est toute notre histoire. On va dire, ça peut être l'histoire de notre âme. Donc, pour ceux qui croient à la réincarnation, c'est ce qui peut être, voilà, c'est pas très bien équilibré, les ailes. Mais c'est voilà, toute notre structure émotionnelle, c'est un peu dans notre disque dur, les traumatismes, les bons moments qu'on a vécu, etc. Tout est emmagasiné dans nos ailes. D'ailleurs, on a des chakras ici au niveau des omoplates. Ce sont nos ailes qui sont repliées. On travaille avec les élèves, parce que j'ai eu 3 élèves de yoga, à déployer les ailes. Et d'ailleurs, dans ma formation, on arrive vraiment à les déployer complètement ces chakras-là. On sent qu'on a des ailes qui s'ouvrent, vraiment. Des ailes énergétiques, elles sont là. Et puis, après, on va avoir 2 serpents qui vont monter comme ceci. Je sais qu'ici, il y en a qui travaillent dans la santé, donc on va commencer à reconnaître un peu. Travaille dans la santé, Karine? Non, pas du tout. Qui c'est qui travaille dans la santé? Ok. Donc j'imagine que vous reconnaissez le caducée de la médecine. J'ai fait des gros serpents, je suis désolée, normalement il n'y a que 7 croisements. Je le fais mieux d'habitude quand même, je ne suis pas bien habituée, pardon. Les serpents qui représentent toute notre structure énergétique. On a un serpent qui représente ce qu'on appelle Ida, qui est notre énergie masculine, comme le yin et le yang, et un autre qui s'appelle Pingala, et qui représente notre structure masculine. Moi, ce qui me fascine, parce que je voyage depuis que j'ai 20 ans, mon premier voyage, ça a été en Australie, j'ai rencontré les aborigènes, je suis allée en Chine rencontrer des guérisseurs, là je rentre de Mongolie avec les chamans, puis au Canada, c'est que ces bases que je vous donne ce soir sont de partout. Que vous allez rencontrer des médecins chinois, des acupuncteurs, des chamans, des guérisseurs
l'Ayurveda, ce sont toujours les mêmes bases. D'ailleurs, ça a été, le caducée a été créé par Hermès, le dieu grec, et on le retrouve dans l'Ayurveda, tout l'enseignement du yoga, donc la médecine hindouiste. Et puis on le retrouve aussi dans la médecine chinoise, donc ce ne sont pas des bases, ça ne vient pas de n'importe où quand même. Et ces croisements-là, ces deux serpents représentent ce qu'on appelle deux autoroutes d'énergie assez puissantes dans le corps, qui sont dans notre colonne vertébrale, qui passent dans notre moelle épinière. Et on appelle ce canal, notre colonne vertébrale, énergétiquement, on l'appelle Shushumna. Et ces serpents-là, ils vont représenter 72 000 méridiens que vous avez dans le corps. On appelle ou des méridiens d'acupuncture ou des nadis. Donc, ces serpents représentent tous ces courants qui traversent tout le corps jusqu'à notre terminaison nerveuse, qui passent de partout dans nos organes, jusque dans les hémisphères cérébraux, de haut en bas, et qui font le lien entre ce qu'on appelle les énergies de la Terre, donc les énergies telluriques, et les énergies du ciel, qu'on appelle les énergies cosmiques. Et entre ces serpents qui se croisent, alors vraiment désolé, j'ai pas été bonne du tout sur le nombre de croisements, parce qu'il n'y en a que 7. Quand il y a un serpent qui se croise, ça représente un chakra. Ici, vous pouvez parler. Si je vous pose la question, vous pouvez. Un chakra. Alors bon, on va pas faire les couleurs. On a les 7 principaux chakras dans le caducée, mais en réalité, on en a beaucoup plus. Dans la médecine hindouiste, ils parlent de 7 chakras, mais en réalité, on en a encore 3 ou 4 sous terre et 3 ou 4 au-dessus de nous. On n'étudie pas dans ma formation, on étudie dans le niveau 2, mais dans le niveau 1, on passe à travers les 7 chakras principaux. Donc ces chakras-là, en réalité, c'est une roue. Chakra, ça veut dire roue d'énergie. Et quand on a une quarantaine de ces méridiens qui se croisent, c'est la 10, ça crée un point d'acupuncture. C'est pour ça qu'on vient placer une aiguille dans un point spécifique. Et cette aiguille, elle va capter ce qu'on appelle l'énergie tellurique, pardon, cosmique, excusez-moi, et elle va la ramener dans le point d'acupuncture qui va venir décharger cette énergie dans votre corps et alimenter les organes qui sont reliés, d'accord, au méridien. Et quand on a 8000 de ces nadis qui s'entrecroisent, ça crée un chakra. C'est un gros carrefour d'énergie, et ces chakras, là où ils sont placés, qu'on travaille avec les élèves dans le yoga, vont venir alimenter vos organes, etc. D'accord? Donc ce caducée, il est quand même intéressant de noter qu'aujourd'hui, le caducée, on a bien gardé la structure physique, il n'y a pas de souci, et on a gardé le serpent masculin. Le reste, on l'a dégagé. Il n'y a plus l'émotionnel et il n'y a plus le serpent féminin. Je vous laisse cogiter là-dessus. Ça sera pour le sujet d'une autre conférence. Et puis, vous avez après différentes sortes de caducées, dont celui de la médecine, de la pharmacie, et qui représente ce qu'on appelle la coupe d'Hygie, H-I-G-I-E, qui est une déesse grecque qui vient du mot hygiène. Et c'est la coupe un peu du Graal. Ok? Bon, ça c'est une petite introduction pour que vous compreniez notre mode de fonctionnement. Hermès, il disait que pour qu'une personne soit en santé, il faut absolument prendre en compte la structure physique, émotionnelle et énergétique. Ce qu'on appelle la médecine holistique. Ça va? Jusque-là, c'est clair? Vous me dites si je vais trop vite. D'accord? Donc, moi, j'ai essayé de comprendre, entre nous, de toutes les formations que j'ai faites. Alors, évidemment, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait pas mal de formations. Enfin, je ne me comparerai jamais au médecin. D'ailleurs, ce que je maîtrise de moins, c'est le corps physique, même si je commence quand même un peu à le connaître, à force de l'étudier. Mais de toutes les disciplines que j'ai testées, celle qui regroupe tout, le physique, l'émotionnel et l'énergétique, je vous donne en mille, c'est le... S'il vous plaît. Merci. C'est le yoga. Il n'y a pas, c'est pas compliqué. Alors c'est dommage, mon prof est juste à côté. Il voulait venir à la conférence, mais quand il a su que c'était sur la médiumnité, il va venir. Bon, c'est pas grave. Non, mais je pense qu'il a du boulot et il a vite voir, moi, qu'il soit là, c'est rare. C'est un monsieur qui enseigne, qui enseigne aux profs de yoga, qui forme les profs de yoga depuis plus de 30 ans, qui est l'un des derniers à avoir reçu un enseignement directement par un grand maître du yoga qui
connus qui s'appellent Desi Kachar et Krishnamacharya, qui sont deux piliers fondamentaux du yoga, qui sont souvent des hommes. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai fait 4 ans avec lui et lui enseigne jusqu'à 9 ans de formation, ce qui est quand même énorme. Déjà 4 ans, j'ai passé les 2 premières années dans la tête dans les cuvettes à vomir, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça rééquilibre tout. Parce qu'on travaille tout. On travaille le corps, on travaille les chakras, on travaille l'émotionnel, on va chercher tout ce qu'il y a à aller chercher. Donc les 4 premières années, c'est presque une purification et après on commence à mieux comprendre comment ça se passe. Donc, vous voyez que c'est une discipline qui est très complète. Quand on trouve le yoga qui est adapté à nos besoins et un prof qui est formé, pas en un mois. C'est un peu mon combat, mais c'est un autre débat. Donc vous voyez que vraiment l'homme est très complexe. Et puis il y a Hippocrate, bien sûr, qui était là et qui mettait un petit peu sa sauce. Et lui, il a rajouté une notion, Hippocrate, il a dit ok, c'est bien. Il y a bien la structure physique, émotionnelle et énergétique, mais il y a une chose aussi qu'on oublie, c'est l'impact de l'extérieur sur nous-mêmes. Et donc lui, ça a été l'un des premiers piliers de la géobiologie, du métier de sourcier. C'est l'un des premiers à avoir dit, si tu veux être en santé, assure-toi que ta maison soit en santé. Assure-toi que dans ta maison, il n'y ait pas de mémoire, qu'il n'y ait pas de petites entités. Alors ils en parlent, même dans la médecine chinoise, ils restent très discrets, mais même en acupuncture, on apprend à faire partir les morts, à faire partir les âmes qui peuvent un peu polluer. Je me souviens plus comment on les appelle, c'est un truc comme les goies ou un truc dangereux, bref. En tout cas, il y a quelque chose, même dans la notion de la médecine traditionnelle chinoise, où tu prends soin de toi, des cycles extérieurs, etc., et puis des éventuelles énergies à extérieur, chez toi. Assure-toi que l'air est pur, que les murs soient sains, etc., etc. Le feng shui pour les Chinois, la géobiologie pour nous les Français. Donc maintenant, pour parler un petit peu de la médiumnité, est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient médium ou pas? Je vous ai déjà donné un peu la piste tout à l'heure, mais quand je pose une question, par contre, vous pouvez parler. À votre avis, sensibilité. Ouais, mais comment on devient sensible? Est-ce qu'on est sensible ou pas? Hein? Ouais. Mais est-ce qu'on peut naître sensible? Oui, mon fils est autiste, il est hypersensible, il est ouvert. La nuit, il joue avec des petits-enfants. Enfin, les autistes, c'est des grands médiums. Voilà. Oui, du coup, je pense que c'est ce que je pense. Ouais. Alors, on peut naître très sensible, on peut naître médium, on peut souvent aussi, les 6 premières années de vie sont charnières pour un être humain. Donc très souvent, un enfant, tout le monde ne naît pas sensible, mais par contre, il y a 50% de la population qui le devient dans les 6 premières années de vie, dû au choc, aux blessures émotionnelles ou au fardeau qu'on peut porter de nos ancêtres. Et on peut aussi devenir médium du jour au lendemain. Ce qui est le cas de, je ne me souviens jamais de son nom, je n'ai pas la mémoire des noms, c'est très pénible. Vous savez, la femme du chanteur Delpech, qui assume complètement ses médiumnités. Sa médiumnité s'est ouverte à la mort de son mari, parce qu'elle avait besoin de rester auprès de lui, et c'est comme ça. Il y a même Jean-Pierre Pernaut, sa femme, qui passe souvent à la télé et qui explique qu'elle a des contacts avec lui régulièrement. Donc c'est chouette parce que ces personnes qui ne sont pas médiums, elles nous ouvrent un peu le chemin à nous, les médiums, depuis longtemps. Ça nous permet, les gens commencent à se dire, bon, il y a sûrement quelque chose quand même. Donc, dans les 6 premières années de vie, il y a des enfants qui naissent médiums, qui naissent hypersensibles, on peut dire que c'est quasiment la même chose. On est rarement hypersensible sans être médium. On peut, mais c'est quand même pas, en général, ça va de pair. Mais on peut aussi très bien être, on va dire, normal, mais le divorce de papa, le décès de la grand-mère qui prenait soin de moi, le chien qui meurt, souvent, je sais pas, un enfant battu, dans mon cas ça a été des abus sexuels, fait que la réalité était trop dure, pouf, on s'échappe. Donc, maintenant je vais essayer de vous montrer comment ça s'installe dans le corps, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, et du coup, quel impact ça a sur nous. Alors il faut savoir que chaque personne arrive sur Terre
mémoire transgénérationnelle. Hein. Alors, il y a nos mémoires individuelles, celles qui se construisent dans les 6 premières années de notre vie. Ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ça, c'est des blessures qu'on va installer à l'intérieur de nous dans nos 6 premières années de vie. On travaille en lien souvent avec papa-maman, qui peuvent avoir un impact à 1 ou 2 sur 10 sur nous, ou à 10 sur 10. Un papa qui travaille beaucoup et qui n'est pas très présent à la maison, on peut commencer à développer un sentiment d'abandon à 2 sur 10. Un papa qu'on voit partir avec la valise et qu'on ne voit plus jamais, on est à 9 sur 10. Saisissez ça. Il y a toujours un cursus. Hein. Ce qu'on dit, il n'y a pas de... C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Non, il y a du gris aussi dans ces nuances-là. Donc, on a ces blessures individuelles. On arrive avec des blessures familiales. Là, c'est ce que portent papa et maman. Et avec leur principe d'éducation, on va reproduire des schémas. On va avoir les blessures transgénérationnelles, où on remonte à 3 ou 4 générations. Donc, on arrive avec des mémoires dans le corps. Et on va avoir les blessures ancestrales. Les blessures ancestrales, on remonte à 7, 8, 9, 10 générations. Quand on a déjà bien avancé sur ce travail-là, on peut aller dans les vies antérieures. Mais en général, les gens veulent absolument aller dans les vies antérieures en disant « Non, mais c'est fascinant, il faut que j'aille voir. Mais comment tu sais, toi, Val, que tu as déjà été en Irlande ?» Ouais, attends. Commence déjà par travailler ça, parce qu'une fois qu'on a ouvert la porte des vies antérieures, vous voyez le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes là, dans cette vie-là. Imaginez si vous ouvrez la boîte de Pandore des vies antérieures. Sachant que notre âme est immortelle, il y a du boulot. Donc moi, personnellement, je ne conseille pas spécialement d'aller voir dans les vies antérieures, sauf s'il y a un schéma qui est vraiment répétitif, qu'on a absolument tout fait pour régler, que ce soit l'hypnose, 15 ans de psychothérapie, du chamanisme, du yoga depuis 20 ans, etc. Mais c'est toujours là, bien ancré. Bon, peut-être qu'on peut commencer à aller fouiller dans une vie antérieure. Mais il faut bien comprendre l'ampleur de... Vous voyez, c'est un peu... voilà, vous avez vos blessures à vous, familiales, transgénérationnelles, ça commence déjà à piquer un peu. Mais les vies antérieures, on est sur un schéma beaucoup plus grand. Par contre, il y a une chose dont on s'est rendu compte, c'est que souvent, un enfant médium, souvent a une maman médium. Souvent, il y a des schémas karmiques et répétitifs. Dans mon cas, je ne suis pas trop allée fouiller, mais ça ne m'étonnerait pas que si je remonte dans l'arbre généalogique, il y ait eu d'autres abus. Ma mère n'est pas barreuse de feu pour rien, vous voyez, il y a des choses quand même. Je me suis rendu compte quand même cette année que dans ma famille, il y avait beaucoup de gens en fauteuil roulant. Et vous allez comprendre après pourquoi. Et même ma cousine qui n'est pas en fauteuil roulant, elle s'est mise avec un tétraplégique. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis rendu compte à la cousinade, parce que la cousinade, c'est un problème d'organisation dans la famille, parce qu'il faut absolument qu'on trouve les toilettes des mères, les ci, les ça. J'ai réalisé à quel point dans ma famille, il y a beaucoup de fauteuils roulants. Et moi aussi, j'en ai eu fait. Donc, il y a quelque chose là, inévitablement. Et il faut savoir que les médiums, leur plus grande fragilité, c'est quoi? Les gens. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Donc voilà, on part tous différents schémas, individuels, familiales, transgénérationnels, de vie antérieure. Là, je vais vous montrer 3 types de structures énergétiques. Donc là, on va faire le lien un petit peu avec... ça va, ils sont plus proportionnés que certains. Je vais fermer un petit peu. Moi, ce que j'ai essayé d'étudier, c'est de comprendre, vu que je suis fascinée par le magnétisme, etc., c'est de comprendre le lien entre tous les médiums et une structure énergétique. C'est-à-dire qu'autour de nous, on a un champ électromagnétique, plus spirituellement parlant, on pourrait parler de l'aura, qui fait de 3 à 11-12 mètres à peu près. Une personne qui a vécu une blessure de trahison, qui est dans le contrôle, son aura va se rétrécir parce qu'elle va rester un peu dans le contrôle. Une personne hypersensible qui a le chakra du cœur très ouvert et le chakra racine très fermé, c'est une personne qui va rayonner et qui va être très empathique parce que le chakra du cœur est trop ouvert, un peu un bisounours, j'aime tout le monde, hein, et du coup, les énergies rentrent. Alors que quand on est dans le contrôle, les deux sont pas bons.
Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu les différentes structures énergétiques. Il y en a plein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, une blessure transgénérationnelle d'abandon coincée dans l'épaule droite, et du coup, ça vient faire une distorsion dans le champ électromagnétique, et du coup, hop, on devient comme ça, et le corps commence petit à petit, j'exagère, commence petit à petit à se déformer jusqu'à, en vieillissant, pour ceux qui ne font pas du yoga, jusqu'à vraiment vieillir. On peut avoir une peine de cœur, pouf, le chakra du cœur il se referme, et puis on commence à rentrer les épaules, etc. Ce qu'on appelle les chaînes musculaires. On est déjà, il y a 5 chaînes musculaires, on est dans le ventre de maman avec une chaîne musculaire particulière. Si je suis un enfant très désiré, au stop devant j'arrive. Si je suis un enfant en sécurité, j'ai pas trop été désiré, là je me recroqueville. Donc vous voyez, toute ma vie, ça se voit pas trop, mais mes muscles ils sont étirés dans un sens, et puis ça va refermer un peu ma structure énergétique. Un enfant qui n'est pas désiré, c'est pas un enfant qui va descendre complètement dans son corps. Quand l'âme du bébé va passer par la fontanelle de la maman pour s'intégrer dans le corps et venir tester un petit peu ce que je suis bien là, il va pas aller jusqu'en bas. Ça va créer l'autisme. L'âme ne peut pas s'intégrer au complet. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as pas désiré ton enfant. Hein. Mais les autistes sont souvent des âmes, quand on parle en télépathie avec eux, hein, parce que les médiums, on parle aussi en télépathie, sont des enfants qui préfèrent être dans les étoiles, et c'est ok. Ah, mais oui. Et c'est ok. Moi, je pense clairement que si j'avais fait des tests, à mon avis, à un moment, on aurait bien mis cette étiquette-là aussi. Hein. On essaye de chercher des étiquettes. Moi, j'essaie plutôt de comprendre la structure énergétique et de me dire qu'il y a d'autres possibilités. Au même titre que Alzheimer, c'est l'inverse. C'est l'âme qui a déjà quitté le corps. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le guérir. C'est rattaché jusqu'à un petit filet. Le corps, il marche un peu, mais l'âme, elle a déjà décidé de partir très souvent. Malheureusement, on a une médecine qui s'obstine un peu à les garder, mais souvent, on arrive, nous, les médiums, à se connecter à l'âme et à dire, bah, vas-y maintenant, tu peux y aller, lâche. Souvent, on arrive à déclencher un petit départ sympa, quoi. Plus naturel, on va dire. Donc là, je vais vous montrer 3 structures différentes et vous allez mieux comprendre. Donc, je vous donne par exemple, en premier exemple, ma structure. Un enfant qui vit un abus, je n'ai aucun problème à le dire, hein. Vous voyez, c'est guéri. Si je peux en parler sans pleurer, c'est que c'est bon. Un enfant qui vit un abus, c'est un enfant qui va fermer le chakra d'en bas. Vous êtes d'accord? On se protège. On ferme les hanches. Les jambes sont fragilisées. Il faut comprendre que les chakras fonctionnent par vase communicant. S'il y en a un qui se ferme, l'autre va s'ouvrir plus grand. Saisissez le truc.